me présenter brièvement. J'ai été formée donc au design circulaire auprès de Circulam. J'ai été formée également à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération avec Athémis, qui est un laboratoire de recherche-action qui est reconnu nationalement depuis plus de 20 ans autour de la question de l'UFC. Et je suis également adhérente du club Terre UFC, mais en Île-de-France, afin de promouvoir cette approche en territoire francilienne. Et je suis rompue à la méthode de l'innovation par le design. Et grâce à ces formations, je suis accompagnatrice auprès des entreprises pour les aider à transformer le modèle économique et sa chaîne de valeur, justement pour intégrer les principes de l'économie circulaire et générative et l'approche de l'UFC. J'accompagne également dans la mise en place de la stratégie du numérique responsable, puisque j'ai eu une première vie professionnelle pendant 20 ans auprès des nouvelles technologies. Et enfin, je suis formatrice dans les écoles supérieures par rapport au sujet que je viens d'évoquer. Alors, quelles sont les questions? Faire un rapide rappel sur ce qu'est donc l'économie circulaire. Je vous en lis la définition. C'est donc un système économique. Alors, attendez, parce que j'essaie de. Voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est donc un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise une augmentation de 3 aspects majeurs. Le premier, c'est l'efficacité sur l'utilisation des ressources, donc avoir une démarche de consommation responsable vis-à-vis des ressources, une diminution de notre impact sur l'environnement, bien entendu, tout en développant le bien-être des individus. Donc, à travers la chaîne de valeur circulaire, ce qui importe, c'est de faire durer le plus longtemps l'usage du produit et ensuite de décliner les 6 R, c'est-à-dire réemployer, réparer, refabriquer, recycler et enfin régénérer. Vous aurez l'occasion d'entendre ces différentes notions au cours de la présentation. Et d'ailleurs, il y a eu un webinaire sur justement sur l'économie circulaire que vous pouvez tout à fait revoir. Alors, je vous rappelle rapidement les 7 piliers circonscrits par l'ADEME. Donc là, vous voyez donc les 7 piliers et je vais vous les présenter très rapidement. Donc, l'approvisionnement durable, c'est vraiment d'exploiter ce qui existe. Déjà, on parle de matières premières secondaires, c'est-à-dire utiliser les ressources comme les déchets comme nouvelles ressources plutôt, et d'extraire les ressources renouvelables sans compromettre leur régénération. L'éco-conception, donc le deuxième pilier, c'est un pilier central. Il n'y a pas d'économie circulaire sans éco-conception. Donc, il s'agira de concevoir en limitant l'impact environnemental du produit à chaque étape du cycle de vie du produit, qui peut être un bien ou un service, et donc de favoriser le plus longtemps l'usage du produit. Troisième pilier, c'est l'écologie industrielle et territoriale. C'est justement de faire travailler en réseau les différents acteurs publics et privés afin de mutualiser les ressources, partager les ressources et donc mutualiser les différents types de services au sein d'un territoire. Là, on est un petit peu au début de la démarche de l'UFC. Et évidemment, on a le pilier suivant, c'est l'UFC. Je reviendrai plus précisément pour développer davantage tout à l'heure. Ensuite, nous avons la consommation responsable. Je passe dessus parce que je pense savoir de quoi il s'agira. Concernant l'allongement de la durée d'usage, ce qui importe, c'est vraiment de favoriser le réemploi, la réparation, la réutilisation, en tout cas que les consommateurs soient créateurs de nouvelles valeurs, ainsi que les entreprises qui récupèrent les produits déjà usagés pour leur donner une deuxième, troisième, voire quatrième vie. Et enfin, le recyclage qui se trouve vraiment en dernier ressort, parce que le recyclage nécessite des compétences assez complexes. Et si on n'a pas éco-conçu pour rendre possible le recyclage, alors le recyclage est rendu complexe. Donc, c'est pour ça que l'éco-conception est absolument fondamentale. Et c'est aussi également un pilier
fondamentale pour l'approche EFC. Donc là, nous allons découvrir l'approche EFC et pour cela, je vais illustrer avec, avec un exemple d'entreprise qui s'appelle Dumont Énergie, qui est une entreprise familiale depuis 1949, qui est basée dans le nord de la France. Et c'est une entreprise qui vend des chaudières, chauffe-eau, en tout cas à la fois du chauffage, mais aussi de la climatisation. Et donc voilà, c'est une entreprise qui est gérée familialement. Et l'entrée de Didier Dumont, qui fait partie de la 13e génération, qui est arrivé donc en 2007, son arrivée change la donne car il veut intégrer la politique du développement durable. Mais il se heurte à un certain nombre de limites de son business model que je vais partager. La première limite, c'est que la logique du volume de vente de chaudières et chauffe-eau se heurte à la concurrence qui tire les prix vers le bas, au mépris des conditions de travail des salariés, des partenaires. Et donc, les marges fondent comme neige au soleil. Et Didier Dumont se dit que ça n'est pas viable de continuer à vendre constamment les ventes. Et puis surtout, il ne pouvait pas baisser davantage les prix des biens, mais aussi le coût de fabrication, etc. Il y a évidemment incompatibilité avec le bien-être au travail, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur et qui fait partie vraiment des préoccupations fortes de l'UFC. Et donc, tout cela a amené à rendre incompatible finalement avec les enjeux du développement durable, d'autant plus que la logique du volume de biens se base sur l'extraction sans fin des ressources jusqu'à provoquer l'épuisement des ressources naturelles. Donc finalement, c'est un modèle interne qui n'est pas viable. Donc Didier Dumont a eu la chance de rencontrer justement un des clubs EFC basé dans le nord de la France, et c'est à la faveur de cette rencontre qu'il va s'intéresser de plus près aux aspects de l'approche, qu'il va essayer de décliner sur son entreprise. Donc, il va s'intéresser aux besoins réels, aux usages et aux effets utiles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un comparatif entre le modèle industriel de son entreprise avant d'intégrer l'approche UFC qui va donc apparaître à droite de l'écran. Donc, avant de passer avant de s'engager dans la trajectoire de l'UFC, son entreprise vendait des biens plutôt standards, des chaudières, chauffe-eau. On est dans une logique de volume. Souvent, la solution, elle n'est pas forcément adaptée aux besoins du client. C'est souvent une solution dont l'usage est mal adapté et souvent surdimensionné. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des studios dotés de chauffe-eau complètement surdimensionnés par rapport au nombre d'occupants. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ou encore un appareil qui propose plein de tas de fonctionnalités dont 20% sont réellement utilisées. Voilà, ça, c'est tout à fait typique d'usage mal dimensionné. Et en plus de cela, il y a une faible prise en charge des externalités négatives, c'est-à-dire les effets négatifs provoqués à la fois par la production du bien, mais aussi la consommation du bien, etc. Donc là, je vais vous décliner le modèle selon l'approche UFC. Alors, avec l'entreprise Dumont Énergie, ce qui s'est passé, c'est que Didier Dumont a fait passer de la logique de vente de biens vers une offre intégrée, une offre qui intègre à la fois le bien, mais aussi le service. Donc, c'est une solution globale qui développe au service du confort thermique. C'est-à-dire que, bien au-delà de la vente de chaudières ou de chauffe-eau, on va s'intéresser à comment optimiser le confort thermique. Pour cela, on va s'intéresser à l'isolation thermique. Donc là, on est pour rendre plus efficient la consommation de chauffe-eau, compromettre la consommation électrique
Donc il y a vraiment, autour du confort thermique et donc il va s'associer avec différents partenaires pour rendre visible le confort thermique. Donc on est vraiment dans une logique de vente de services et la solution est vraiment adaptée aux justes besoins réels du client, et ce grâce à un travail de diagnostic sur le terrain et aussi à la coopération avec le client. Donc, l'entreprise va vraiment cumuler des connaissances approfondies des besoins. Ça permet justement de développer la performance d'usage, donc un usage qui soit raisonnable et vraiment adapté aux besoins réels. Et donc, l'approche UFC permet également d'augmenter les effectifs pour le client, donc on lui rend service, mais aussi développer de la nouvelle valeur avec les partenaires de la chaîne de valeur au service du confort thermique et et on crée aussi des effets utiles à l'échelle du territoire de par le développement de l'emploi et des retombées voilà, financières sur le territoire. Et ensemble, on va chercher à réduire, éviter les externalités négatives, et ce, grâce à la coopération. Donc, Didier Dumont, en s'intéressant aux besoins réels, eh bien, c'est vraiment de développer une logique servicielle. Donc, finalement, c'est vraiment de l'innovation servicielle en faveur de la fonctionnalité. Quand on dit fonctionnalité, c'est par exemple ici, c'est chauffé. Je vous donnerai d'autres exemples de fonctionnalités et on va chercher à viser la performance d'usage. Donc, vous voyez là, c'est vraiment un modèle de rupture qui est basé sur le mode de contractualisation par l'achat d'offres intégrées, c'est-à-dire biens et services. Et c'est grâce à l'innovation servicielle, grâce au développement des services, que le modèle économique est rendu viable et pérenne sur le long terme. Vous voyez que à gauche de l'écran, vous avez la panoplie, l'éventail des services développés par Dumont Énergie et ses partenaires auprès des particuliers, et à droite également les différents services développés auprès des entreprises. Vous voyez là donc une diversité de services avec justement une fluidité des expertises métiers justement sur les chantiers, parce que les chantiers, c'est souvent un problème. Et donc, Dumont Énergie veille extrêmement à ce que les différents métiers travaillent bien main dans la main pour réduire les effets négatifs que sont voilà, les incompatibilités techniques, mais aussi les retards, etc. Alors, je vais aborder, alors on vu côté fonctionnalité, et là, je vais vous parler de la coopération. On va voir qu'il y a, on va dire, 3 dimensions de coopération qui s'imbriquent entre elles. Donc, la première, c'est la coopération entre l'organisation et le client final. Vous avez eu un petit aperçu que, en fait, c'est par la coopération que la solution va émerger afin de bien comprendre son besoin réel. Et donc, la solution, on ne la connaît pas d'avance. C'est ce qui fait vraiment la différence avec le FC, c'est que voilà, on va découvrir la solution au fil de la relation que l'entreprise aura créée avec le client. La deuxième dimension coopérative, c'est la coopération entre l'organisation et ses partenaires. C'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes. C'est vraiment une, comment dire, une coopération avec les différents expertises extrêmement complémentaires de Dumont Énergie en faveur donc du confort thermique. Et, et ensemble, ils vont prendre en charge les externalités positives, négatives, et générer plus d'effets utiles positifs. D'ailleurs, une entreprise ne veut pas porter toute seule comment dire, l'engagement de réduire les impacts négatifs. Elle a vraiment besoin de ses partenaires pour réduire de manière globale, systémique. Voilà. Bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Troisième aspect, c'est la coopération au sein de l'organisation. Effectivement, l'approche EFC implique de revoir le travail, de revoir les relations entre
entre les collaborateurs, mais aussi entre les différents départements, services. Le poste du travail est revu. Bref, l'organisation du travail est revue parce que pour se mettre au service du client et travailler de manière extrêmement étroite avec les partenaires. Je pense par exemple le commercial dans le modèle industriel du Mont Énergie et le commercial avec l'approche UFC n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que le commercial avec l'approche UFC chez Dumont Énergie va justement non pas juste vendre simplement la chaudière, mais il va essayer de comprendre quels sont, quel est le contexte d'usage justement du client. C'est-à-dire que le contexte d'usage par rapport au confort thermique ne sera pas du tout le même dans le nord de la France comme dans le sud de la France, l'ouest de la France. Donc, le commercial va chercher à vraiment proposer une offre sur mesure et pour cela, il va entrer en coopération avec le client. Donc, il est un peu comme le designer qui va essayer de comprendre les différents usages et le comportement du client pour pouvoir proposer une offre intégrée adéquate. Donc, ça demande vraiment de développer un certain nombre de ressources immatérielles que sont donc les connaissances fines du client et aussi avec les partenaires, parce qu'il faut aussi pouvoir comprendre quels sont les besoins des partenaires, donc des différents métiers. Donc, on va développer des compétences grâce au terrain. Donc, c'est des compétences qui sont acquises de manière très contextualisée et on va vraiment développer une relation de confiance avec les uns et les autres. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'accroître l'outil du travail, la production, tout en préservant le bien-être. Mais pour cela, il est absolument nécessaire de mettre en place des espaces de réflexivité. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est de mettre en place des temps d'échange où, ensemble, les collaborateurs, collaboratrices vont prendre le temps, enfin, vont prendre du recul sur ce qui se passe au travail, mais aussi sur ce qui se passe sur le terrain chez les clients, mais aussi sur le terrain avec les partenaires. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors là, je vous ai illustré l'approche UFC à travers l'entreprise Dumont Énergie. Là, je vous décline les points essentiels à retenir à travers la définition de l'approche UFC. Donc, concernant l'aspect fonctionnalité, effectivement, on va vendre un contrat de solution intégrée du service et du bien. On sort parfois de la logique de propriété du bien pour vendre plutôt l'usage du bien. Et par exemple, la société coopérative Common vend la solution de communication en louant un téléphone responsable Fairphone, dont l'usage se rapproche du besoin client. Ce qu'il faut savoir, c'est que Common est vraiment au début de la trajectoire EFC, mais s'y engage sûrement, doucement mais sûrement. Le deuxième aspect à retenir, c'est qu'on va fournir une solution au service de la performance globale d'usage. Donc la fonction est vraiment bien visée ici. Là, par exemple, Xerox innove complètement en vendant la solution d'impression. C'est donc la fonctionnalité, c'est vraiment l'impression. Et donc, elle vend la solution d'impression avec une facturation à la feuille imprimée. Et il y a donc un suivi de maintenance de l'appareil et des consommables qui viennent s'ajouter à la facturation. Donc, Xerox va chercher à améliorer la qualité de l'usage des imprimantes grâce, entre autres, à la récolte de données clients et donc va fidéliser sur le moyen et long terme ses clients. Troisième point clé important à retenir, c'est, vous l'avez bien compris, c'est vraiment la prise en charge des généralités, c'est générer des externalités positives et des effets utiles à la fois pour l'entreprise, le client, le territoire, mais aussi pour les vivants. Mobion, qui est un constructeur de scooters électriques et concepteur d'électronique, propose des scooters électriques entièrement éco-conçus en France. Donc évidemment, il pratique les principes de l'économie circulaire et régénérative. Il va chercher à lutter contre l'obsolescence programmée en faveur de la pérennité programmée et il prend totalement en charge la fin de vie du produit
62% des composants du scooter ami peuvent être récupérés et réutilisés pour faire un nouveau produit, et les autres composants, 38%, sont recyclés intégralement. Et cette entreprise Mobion vend l'usage du produit, donc il n'y a pas de, on ne vend pas la propriété. Donc c'est l'entreprise qui reste propriétaire de ces scooters. Alors, autre point clé, c'est effectivement la prise en charge des externalités négatives. Là, je vais abréger la présentation de Proxy Compost, puisque nous avons la chance d'avoir le dirigeant ici avec nous. Donc, la problématique des départs de Proxy Compost, c'est que les déchets organiques n'étaient pas du tout traités parce que le coût était très faible, grâce à l'enfouissement et au service de l'incinération. Et donc, Proxy Compost a cherché à vraiment développer les compétences pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et donc à développer une expertise autour de cette problématique auprès donc des clients. Donc, elle propose du conseil, de la formation afin de réduire les effets négatifs liés à la production de la consommation alimentaire. Je n'en dis pas plus parce que je pense que notre dirigeant va nous en dire un peu plus. Donc là, on a vu les points clés concernant la fonctionnalité. Et donc là, je rappelle rapidement les points clés concernant la coopération. Bon, vous avez entendu que la première dimension, c'est la coopération entre l'organisation et le client final, afin de faire émerger une réponse adéquate aux besoins réels de l'utilisateur. Là, je voudrais parler de Flex Inc., qui est une entreprise d'imprimerie, en fait, et qui sort totalement de la logique habituelle pratiquée par ses concurrents, à savoir plus vous imprimez, plus le prix de l'impression est dégressif. Alors justement, lui, il prend le contre-pied. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment optimiser les supports de communication et de réduire le plus possible le volume d'impression pour éviter le gâchis de papier. Donc, ce qui va intéresser FlexInc, c'est d'accompagner le client pour déjà proposer des supports optimisés de communication tout en réduisant le volume d'impression. C'est comme ça que son modèle économique fonctionne. Deuxième dimension, c'est donc la coopération entre les collaborateurs des départements de l'entreprise, voilà, pour partager les ressources immatérielles que sont les connaissances, confiance. Voilà. Donc là, c'est vraiment, effectivement, je répète, mais c'est pour la répétition a de très belles vertus. Mais voilà, c'est histoire de vous rappeler. Et troisième aspect, c'est la coopération entre l'entreprise et les acteurs du territoire pour prendre en charge les externalités, mais pas que. Hein, il y a d'autres aspects, c'est le développement de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Et je reviens sur l'entreprise Mobion qui s'associe avec une association pour promouvoir ensemble un programme solidaire de location des scooters auprès des personnes qui sont éloignées de la mobilité afin de favoriser l'intégration sociale. Et donc, Mobion met à disposition des scooters avec un prix abordable pour les personnes éloignées de la mobilité. Alors, quand on s'intéresse à l'approche EFC et qu'on cherche à l'appliquer, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, si elle veut appliquer l'approche EFC, on va parler de trajectoire parce que c'est une temporalité qui est tout sauf courte. Et au contraire, c'est vraiment une temporalité longue. Et donc, on passe voilà, par des étapes successives. Et donc, l'approche EFC a un certain nombre de répercussions à la fois sur le modèle économique. Effectivement, on sort de la logique du prix associé à un bien en faveur du développement d'un coût global d'une offre intégrée. Et c'est souvent, en fait, les services qui viennent, enfin, c'est l'offre servicielle qui va rendre vraiment pérenne le modèle économique. Et on sort de la logique de quantité
de biens pour privilégier la qualité d'usage, donc la performance d'usage plutôt que la quantité du bien. La chaîne de valeur et donc il y a des répercussions sur la chaîne de valeur qui est basée sur une nouvelle coopération entre les expertises métiers, voilà, afin de créer de nouvelles valeurs et heu et donc voilà, je crois que j'en ai assez dit autour, des externalités. Hem, les autres répercussions, ben, c'est le mode de conception. Et effectivement, c'est vraiment un changement du paradigme mental dans la manière de concevoir un produit, donc un bien ou un service qui intègre les principes circulaires et régénératifs, originer les écosystèmes vivants, et ce, au service de la performance globale. Ça a aussi des répercussions dans la relation avec le client. Le client devient un coopérateur, donc un acteur vraiment actif, et ensemble, on va chercher à trouver une solution la plus adéquate possible. Et évidemment, il y a ça des répercussions sur le travail, les habitudes du travail, les relations habituelles du travail avec les fournisseurs et les clients sont donc bousculées. Alors, je vais terminer hem, avec quelques outils pour démarrer l'approche, mais c'est vraiment des outils pour qui servent de point de départ pour se poser un certain nombre de, voilà, de questions. Alors, le premier outil, c'est un outil qui a été développé par l'agence IDEO en concertation avec la fondation Ellen MacArthur, qui est une ancienne navigatrice et qui promeut l'économie circulaire. Et donc, ensemble, ils ont créé un certain nombre d'outils qui sont tout à fait accessibles à tous sur le site de la Fondation MacArthur en anglais. Et donc là, je vous présente un outil qui s'appelle Surveillance Flip. Alors malheureusement, je n'ai pas la version française, mais je vous présente rapidement cet outil. En fait, l'idée, c'est de se poser des questions. Euh, Si par exemple j'ai un bien comme une machine à laver, donc là, je vais faire machine à laver, donc voilà, c'est mon produit physique. Et on va se poser la question, mais c'est quoi les besoins réels de l'utilisateur? Avoir euh, du linge propre, voilà, bon, ça c'est la fonctionnalité indispensable. Et on va chercher à savoir, mais si on sortait de la logique de propriété d'avoir une machine chez soi, quels seraient les différents services qu'on pourrait proposer? Donc voilà, là on entre dans une phase exploratoire des services qu'on pourrait proposer. Et ensuite, on va imaginer quelle serait l'expérience utilisateur autour du ou des services que vous allez proposer. Donc là, on est vraiment dans voilà, dans un déploiement de méthodes propre design. Donc on va chercher à savoir quelle expérience du service on va vraiment proposer qui est extrêmement important. C'est quelle expérience d'usage on va proposer. Par exemple, si la machine n'était plus dans l'appartement, mais plutôt dans le couloir de plusieurs appartements, euh, qu'est-ce qui se passe? Quelle expérience on va proposer? Quelle expérience d'usage? Et enfin, quel process industriel on va mettre en place autour de cette expérience service? Voilà. Donc, c'est vraiment, alors évidemment, cet outil, c'est à le faire à plusieurs en mode intelligence collective, parce que le faire seul, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais le faire à plusieurs et prendre du recul sur le produit pour développer l'innovation servicielle, ça peut être très intéressant. Un autre outil que je voudrais vous présenter, alors cet outil, le Circular Canvas, c'est le business model circulaire. Vous aurez l'occasion de découvrir cet outil si vous vous inscrivez dans notre parcours sur la transformation de modèle économique. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que on va s'intéresser à la raison d'être. Là, par exemple, je continue à utiliser la, la machine à laver. On va s'intéresser à quels sont, alors, juste pour information, le Circular Canvas s'appuie évidemment sur le business model qui a été créé par Alexander Oxweiler, voilà, qui a fait fureur, qui a fait vraiment un carton. Et là, on va ajouter les principes circulaires
pour éviter la production de déchets de manière infinie et surtout éviter le plus possible l'épuisement des ressources. C'est pourquoi la colonne ressources est segmentée en ressources naturelles, en ressources techniques et aussi en ressources énergétiques nécessaires pour la production industrielle, mais aussi pour la consommation. Et on retrouve toujours la proposition de valeur, mais on va aussi s'intéresser à quels sont les utilisateurs, mais quel est aussi le contexte d'usage rencontré par les différents utilisateurs. Et il y a une nouvelle case, c'est quels sont les usages suivants. Donc, pour la machine, on va se poser la question de est-ce que la machine à laver est éco-conçue? Est-ce qu'elle rend possible multiple vie? Est-ce que l'usage mutualisé de la machine à laver est possible, etc. etc. Et on va s'intéresser aux flux financiers entrants et sortants. Et tout en haut, pour chaque colonne, on va s'interroger sur les impacts négatifs et positifs. Alors, c'est vrai que ce business model, il est très orienté économie circulaire, mais l'approche EFC peut être tout à fait déployée autour des services qu'on pourrait proposer justement autour de la réparation, du maintien, de la mutualisation du visage, etc. Voilà. C'est vraiment histoire de se poser des questions sur l'usage du produit qui est vraiment, sur la fonctionnalité qui est absolument centrale dans l'approche EFC. Je termine avec un troisième outil, c'est la Partner Map. Alors, c'est un outil que vous n'aurez pas, je pense pas l'occasion de voir. Alors, si, peut-être, pardon. C'est la Partner Map, c'est en fait un outil qui permet d'interroger quels sont les partenaires qui œuvrent sur les différentes étapes de la chaîne de valeur. C'est donc l'axe horizontal qui représente chaque étape de la chaîne de valeur. Donc là, on a la conception, l'extraction, surtout la sélection des matières premières, secondaires, la fabrication, la distribution, l'usage, la réparation, la collecte, et puis les multiples usages. D'ailleurs, on retrouve les codes couleurs du business model circulaire. Et en fait, à chaque étape de la chaîne de valeur, vous avez sur l'axe vertical les différentes dimensions géographiques, donc l'échelle locale, l'échelle départementale, régionale, nationale et pas trop justement internationale, puisqu'on est dans une logique de proximité et de développement territorial, en tout cas d'ancrage territorial, parce que malheureusement beaucoup d'entreprises sont plutôt hors sol. Et justement, avec l'approche EFC, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe autour de l'entreprise de manière la plus locale possible. Quels sont les partenaires avec lesquels je pourrais travailler sur différentes étapes de la chaîne des valeurs et où est-ce qu'ils sont positionnés. Voilà, donc là, l'idée à travers cet outil, c'est de découvrir quels sont les alliés potentiels, mais aussi les opposants pour lesquels, pour certains, on pourrait potentiellement les transformer en alliés. Donc là, on est vraiment dans une réflexion autour de comment je favorise des relations de confiance entre les différents partenaires et pour entrer ensuite dans la coopération, parce que la coopération, c'est pas quelque chose qui se décrète, mais qui se travaille vraiment dans le temps. Voilà. Merci Annabelle. Oui. Donc, parole à Nathalie qui présente donc le club Terre de FC OI. Super, merci. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci Annabelle pour cette présentation franchement bien complète. Donc, je ne vais pas rajouter grand-chose. Je vais juste rajouter en fait ce que Terre de FC Océan Indien, donc sur le territoire, peut apporter et apporte depuis 5 ans maintenant. Alors, j'ai envie de vous dire, tout comme les autres clubs, on est une dizaine en métropole et premier club dans les DOM, ainsi qu'un club au Brésil et au Canada. La volonté, c'est vraiment de créer un lieu de ressources, de rencontres, de coopération
pour les collectivités, les entreprises, les associations, les chercheurs, les professeurs, donc un lieu de rencontre. En 5 ans, je dirais que ce qu'on a réussi pour l'instant à faire à La Réunion, c'est vraiment de créer ce lieu de rencontre et d'accompagnement dans cette nouvelle trajectoire d'une dizaine d'entreprises, de 2 chantiers d'insertion, de 2 syndicats d'entreprises. Donc voilà, vous voyez, d'essayer de mettre autour de la table un petit peu tout ce monde-là. Le principe est avant tout, et pour être très très opérationnel, quand on rentre dans je veux dire, dans le club Terre de FC, l'idée, quand on vient nous voir, c'est généralement parce qu'on a envie justement d'avoir un état des lieux sur son modèle. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, état des lieux sur son modèle. Et ce que je trouve toujours super génial quand on le fait, cet état des lieux, c'est qu'on est tous des Monsieur Jourdain sans le savoir. En fait, on fait tous de l'EFC et heureusement. C'est-à-dire que vraiment, il faut être rassuré en se disant, on ne va pas commencer par tout effacer et tout recommencer. Non, c'est bon. On sait aussi travailler. On n'a pas attendu l'EFC pour commencer à s'y mettre. Donc, très clairement, c'est vraiment de faire un état des lieux très bienveillant sur lequel les entreprises ou les associations se rendent compte en fait de l'importance des ressources immatérielles. Donc cette notion de compétence, de santé de mes clients, de mes fournisseurs, de mes salariés, de moi-même, et de la pertinence de l'offre que je fais. Est-ce que c'est pertinent ce que je raconte, ce que j'offre à mes clients, et enfin, effectivement, de la confiance que j'ai réussi à mettre en place ou pas. Et donc, là, à ce moment-là, à partir de cet état des lieux, d'un seul coup, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Mais ça, je vais pas spoiler, je vais laisser la parole vraiment aux personnes de terrain et qui ont vécu cet accompagnement et qui le vivent encore. Parce que comme tu le disais, effectivement, Annabelle, rentrer dans un club territorial, c'est pas un coup de baguette magique et puis pouf, ça va le faire. Ça y est, ça fait déjà 3 minutes, donc je me dépêche, Véronique, j'ai quasiment fini. Donc, je l'ai dit, identification de ces ressources immatérielles, ça c'est le premier point. Identification, et d'un seul coup, on se rend compte que le REX, donc le retour d'expérience avec nos équipes, nos clients, nos fournisseurs, et d'un seul coup, on devient plus concurrent et il n'y a plus ce rapport de force, il y a vraiment un rapport de coopération qui se met en place et du coup, on identifie nos externalités. Donc, tout ce que je fais dans mon avancement économique, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le territoire qui devient du coup effectivement un lieu de création de richesses et puis un réceptacle de nos activités économiques où on enfouit, on fait comme si on ne l'avait pas vu et voilà. Donc, voilà, au niveau du club, je laisse la parole à 2 dirigeants qui ont vécu la première promo. On est aujourd'hui sur la 2e promo qui a démarré en avril. Sachez qu'il va y en avoir une 3e qui est cofinancée par l'ADEME. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous consulter parce que c'est effectivement un programme d'1 an en collectif et en individuel parce que cette cohésion, cette notion de pair, elle est vraiment vitale et importante au niveau de la coopération. Et ensuite, sur de l'accompagnement individuel très proche de vos entreprises ou de vos sites. Voilà, je laisse la parole. C'est bon, Véronique ? Alors, par quoi commencer? Le sujet est long. Merci Annabelle et Nathalie d'avoir un peu plus décortiqué l'affaire. Donc moi, je vais vous parler peut-être plutôt du projet d'MTSI. Donc moi, je suis une société de services informatiques et je vends du matériel informatique. Et avec l'accompagnement AFC, en fait, j'ai compris que mes clients, ce qu'ils avaient besoin, c'était d'un ordinateur qui fonctionne. La plupart du temps, de toute façon, on m'appelle pour ça, pour me dire, bah ouais, il y a un problème, ou l'imprimante a fait un bourrage, ou voilà. Et on a décidé, avec les collègues, de changer le modèle et de proposer de l'informatique à l'usage avec du service packagé. Donc quelque chose qu'on fait habituellement, pas vraiment. Enfin, souvent, vous avez du leasing, vous avez une partie, vous achetez vos ordi à droite, puis votre société de service à gauche, et voire plusieurs. Voilà. Bah, nous, on a essayé on n'a pas essayé, on l'a fait. On a tout intégré dans une offre, donc matériel service.
avec cette notion qu'Annabelle a apportée tout à l'heure, c'était cette notion de mutualisation des ressources. On est sur une île, voilà, d'une notion d'allongement de durée de vie qu'on fait depuis 24 ans. Mon collègue là-bas, je crois qu'il va me dire oui, 24 ans. Parce que nous, à la base, on est vraiment des gens qui mettent les mains dans le cambouis, on est des électroniciens, des informaticiens, et on s'est dit, on va mettre toutes ces richesses immatérielles, on va faire un petit package, et puis est sortie notre offre basée sur les concepts EFC, qui prend bien, on est en train encore de la développer, on ne communique même pas, donc les gens viennent vers nous, mais on a des grandes enseignes qui viennent nous prendre de l'informatique pour 15 jours. Une boîte de BTP qui a un pic d'activité pendant 3 mois, il vient, il me dit Arnaud, il peut me faire 5 ordi mais costauds, puis un traceur, mais on ne va pas l'utiliser beaucoup. Et donc cette idée-là, en fait, on en parle après aux entreprises qui en parlent entre elles. Donc c'est ça qui est toujours génial. On n'a même pas besoin de faire de commercial, ça se fait tout seul. Et l'idée, c'était voilà, sur une île, on a du matériel, on a souvent, même vous, je pense partout, vous avez beaucoup de matériel qui sert à pas, peu, ou des fois pendant une longue durée, genre 3 mois d'arrêt de bâtiment, etc. L'idée, c'est aussi de mettre ce matériel en pause. Moi, je le récupère et je vais le mettre pour une association, pendant les vacances, pour l'humanitaire, parce qu'on travaille avec des grandes associations françaises, pour faire de la formation. Des centres de formation, ils utilisent le matériel qu'une session de formation de 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, c'est très logique, c'est utiliser ce qu'on a sur notre territoire, arrêter d'importer, alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut sur l'île. Voilà, dans notre modèle aussi, ce qu'on a proposé, parce qu'il y en a toujours qui souhaitent l'achat, donc on part d'en haut, donc la personne qui souhaite l'achat, je la redirige, je dis mais tu vas l'utiliser peut-être qu'une année, et elle veut toujours du matériel compétitif pour faire par exemple de la 3D pour les studios d'animation qui sont nos clients sur la Réunion. Et en fait, nous, on récupère leur matériel, donc ils les louent chez nous, on les récupère, on les remet propres. On vient du coup de faire avec des grosses boîtes aussi un certificat comment dire, d'effacement des données sécurisées, certifié. Donc ça peut être même une société, une banque, on a vraiment un système reconnu par l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité informatique. Et donc après, on récupère ce matériel, on le remet propre, on nettoie aussi le clavier, un petit coup de pip-sheet, voilà, propre, et on le remet dans une entreprise qui va l'utiliser pendant 1 an, 2 ans, qui me dit, ouais, maintenant on aimerait bien passer à tel truc, hop, on le récupère, on le met dans un collège, on peut le mettre tout à la fin dans une association, et à la fin du bout, on se dit qu'on a encore des petits trucs à récupérer dedans, le petit ventilateur, la petite barrette mémoire qui fait que un bateau, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, ne peut pas partir pour un vieux matériel, mais qui est essentiel pour le départ du bateau. Voilà, on commence à faire une petite ressourcerie. Donc, je ne vous montre pas les locaux parce que des fois, c'est aussi le bordel de faire une ressourcerie, le côté EFC. Mais voilà, on a du mal à jeter et on sait forcément que le produit aura une seconde vie et sauvera sûrement une entreprise, une asso ou un particulier. Voilà un petit peu que je pouvais dire sur le FC, sur l'accompagnement qu'on a à La Réunion. Puis Et en plus, ça bénéficier. devient une grande famille et c'est ça qui est génial. Merci Arnaud pour ce beau témoignage. Tiens. Je laisse la parole du coup à Yann Wolfer pour ses composts. Oui, donc écoutez, merci. Déjà, un grand merci à Annabelle de nous avoir mis dans sa présentation. Juste une petite rectification au niveau de l'origine de notre démarche, c'est-à-dire qu'au départ, je vendais des composteurs électromécaniques. Donc, depuis 98 où je suis à mon compte, je vendais des lignes de production dans l'agroalimentaire. Et donc là, on avait eu la représentation sur l'océan Indien de ces composteurs électromécaniques, donc qui sont le top au niveau technologique, très cher. Et quand un client devait acheter la machine, c'était cher, il fallait les compétences en interne, c'était très compliqué. Et donc, du coup, en 1 an et demi, j'ai vendu 0 machine. Et chaque fois, c'était ça nous emmerde de gérer du déchet, etc. Et donc, du coup, l'idée est venue par le groupe, notamment le groupe Auchan en métropole, qui souhaitait une prestation de service
plutôt qu'un achat de machines pour gérer leurs déchets. Et donc ça, c'était il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Et donc on a été très rapidement accompagné par Terre de FCOI dans cette démarche pour déjà trouver le bon modèle économique, parce que c'est souvent une révolution et c'est pas évident de trouver l'équilibre, parce qu'il faut quand même que ça gagne de l'argent pour qu'on puisse avancer et rendre le modèle pérenne. Et surtout avec ces machines-là qui sont, je vous dis, très, très évoluées techniquement, mais très chères aussi. Donc, on a mis plus de 2 ans pour monter ce modèle en place. Au départ, on était parti sur 3-4 prestations au jour de service autour du déchet. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 17 prestations que l'on propose aux clients. Et souvent, une des premières prestations qui choque les gens, parce que souvent, quand on travaille dans le déchet, on nous dit ouais, toi, il faut qu'il y ait un maximum de déchets. Eh ben non, la première prestation, c'est de voir comment faire pour que le client ait moins de déchets. Et après, on décline, par contre, toutes les étapes. Et à partir de là, effectivement, tout est facturé, tout est répertorié. On rajoute, par exemple, là, pour une clinique qui nous fait confiance maintenant depuis 2 mois, on arrive à leur sortir le ratio par repas de ce qui a été jeté au niveau de l'organique. Et on va même plus loin puisqu'on différencie la partie fabrication, donc cuisine centrale, de la partie self. Ce qui permet ensuite au client de voir, oui, je suis bon, je suis pas bon. Il y a des ratios au niveau national qui sont sortis par l'ADEME et ça permet vraiment au client de se situer. À l'époque, il prenait tout, je mets tout ça dans une benne grise, ce qu'on appelle les bennes DIB, ça partait à l'enfouissement et puis oui, ça me coûte cher, mais je ne sais pas comment agir. Donc là, aujourd'hui, il a des outils pour pouvoir agir. Donc, nous sommes au début de notre aventure, même si ça fait 4-5 ans qu'on travaille dessus. Il faut savoir que maintenant, le développement est dans la phase opérationnelle. On a un premier site maintenant sur Bois-Demoiselle qui est saturé. L'autre chose aussi, c'est que quand on lance un site, on a déjà toute la clientèle. Donc, on prospecte uniquement en proximité, dans un rayon de 5 à 8 km grand maximum. Ça signifie qu'on utilise des camions plus petits, des camions qui vont moins s'user, qui vont, au lieu de durer 3 ans dans une société comme Nicolin ou Suez, où ce sont des camions qui coûtent très cher et qui nécessitent beaucoup de matières premières à construire. Nous, nos camionnettes, on va les durer 10 ans. Les camionnettes, elles font maximum 7000 km à l'année. Et tout le temps qu'on gagne sur le transport, on arrive à le transférer sur de la prestation de service. Je vous prends l'exemple d'un supermarché à la possession. Eux, ils ne s'embêtent plus. Tous les déchets sont mis à l'arrière du magasin et nous, derrière, on fait le tri, ce qui fait une prestation complémentaire. Donc, le tri du carton, le tri des plastiques, puisque à La Réunion, on a la possibilité de recycler une partie des plastiques. Et ça permet donc de faire travailler d'autres structures à La Réunion, de donner de la main-d'œuvre à des personnes de La Réunion. Donc aujourd'hui, on est sur du développement sur étang salé, enfin sur en gros 18 sites ces 2 prochaines années. Et ce modèle-là, si tout se passe bien, sera peut-être exporté sur la métropole d'ici quelques temps. Voilà, donc grand merci à l'EFC. Merci Yann. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yann d'avoir effectivement raconté le début de votre histoire, notamment avec la vente des machines. C'est un point que j'avais complètement zappé et voilà, mais merci beaucoup.